Chers amis résistants, bonjour. Je voudrais en ce jour, pour commenter l'actualité intérieure et extérieure du pays, faire une observation. Je n'apprécie pas la politique. La politique politicienne ne m'intéresse pas. Elle m'intéresse, la politique, que lorsqu'elle tutoie l'histoire et lorsqu'elle est exercée par des hommes, comme il y en a peu, à travers les siècles, qui ont su s'élever au-delà des contingences et penser à autre chose qu'à la prochaine élection. Nous en sommes bien loin. L'actualité intérieure de la France nous montre actuellement un gouvernement soumis à un lobby agricole tout puissant, qui est tout dans l'État, au point même de pouvoir commettre des infractions sans être puni, et demander des choses légitimes comme des choses tout à fait aberrantes. Ce que demande le monde agricole, et notamment la FNSEA, qui est tout dans l'État, c'est des revenus pour les agriculteurs. C'est normal. C'est normal. Les humains sont ce qu'ils sont. Ils pensent tous à gagner de l'argent. C'est légitime. Et donc le monde agricole ne fait pas exception à cela. En revanche, il n'est pas acceptable de détruire la biodiversité. Or, ces gens-là sont entrés en guerre, une fraction d'entre eux en tout cas, contre la nature. Ils ne veulent pas de normes, et les quelques normes qui existent, ils ne veulent pas les respecter, d'où leur refus des contrôles. Il n'est pas acceptable d'empoisonner les eaux, les sols, l'air, de compromettre la santé humaine par des pesticides et de compromettre la pérennité de la biodiversité. Il faut des loups, il faut des oiseaux, il faut des haies, il faut des ruisseaux qui ne soient pas des fossés anti-chars, il faut des zones humides. Il ne faut pas que nos campagnes deviennent des déserts de vie. Et cela, le monde agricole, je regrette de le dire, c'est pas démagogique, mais je ne suis pas là pour faire de la démagogie, et je n'aime pas la politique lorsqu'elle est démagogique. Le monde agricole, culturellement, ne l'accepte pas. Donc, il faudrait, ce que nous n'avons pas, des dirigeants qui prennent de la hauteur, qui sachent tenir au pays un langage de vérité. On ne peut pas, comme le fait le chef de l'État, venir dire mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas, parce qu'entre les deux tours d'une élection, on veut capter les voix de M. Jean-Luc Mélenchon et de M. Yannick Jadot, donc on se fait plus écologique qu'eux, pour, quelques mois après, faire la danse du ventre devant la FNSEA et vouloir des pauses, et vouloir toutes faire sauter les normes qui protègent la nature. Mais nos hommes politiques ne sont pas des Churchill ou des De Gaulle. Ce sont des gens qui pensent beaucoup plus à vos prochaines élections qu'au devenir de la planète et au sort des peuples. Alors, on fait de la démagogie et on fait du théâtre. Et c'est vrai que nos hommes politiques, ceux qui gouvernent comme ceux qui ne gouvernent pas encore, sont d'excellents acteurs. Ils savent prendre le ton, ils savent jouer les indignations, faire des commémorations ou la main sur le cœur. Ils saluent des hommes plus grands qu'eux, ou ils savent plaire à des lobbies en tout genre. Alors on dit des choses vertueuses, mais dans les faits, on fait exactement l'inverse. Or, que ferait un homme d'histoire, c'est-à-dire quelqu'un qui se soucie du devenir des peuples et du devenir de la planète? Au monde agricole, il tiendrait un langage de vérité. Il dirait « Nous allons vous aider, nous allons assurer vos revenus, mais nous vous demandons de garantir la viabilité de la terre, de ne pas empoisonner toute chose et de ne pas détruire la biodiversité. » Et ça, sur ce point, il faudrait être clair. Et puis, il y a la politique extérieure. Et là, nous retrouvons la même impuissance, les attitudes théâtrales, les mouvements d'opérette. On annonce qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela, pour défendre les droits de l'homme, pour défendre la paix du monde. Mais on se garde bien d'actes concrets qui l'assureraient. J'en prendrai deux exemples en politique extérieure. Ce sont les deux conflits qui, actuellement, mobilisent les médias et qui retiennent l'attention des peuples à juste titre.
c'est l'agression par la Russie de l'Ukraine. M. Poutine a instauré sur son pays une dictature. Il est le chef de l'État depuis 20 ans et entend bien le rester. Les élections n'existent pas, ce ne sont que des formalités, des mascarades. Il sera bien sûr éternellement élu le temps que la vie lui restera et qu'il voudra bien garder son pouvoir. Il assassine ses opposants. Il n'y a pas que malheureusement l'héroïque M. Navalny qui est mort de la main de M. Poutine. Des dizaines de journalistes, d'opposants ont disparu également victimes de cette dictature. 120 000 Russes sont morts depuis 2 ans dans une injuste guerre d'agression contre un pays voisin qui lui-même a perdu 70 000 soldats. Ça fait donc 200 000 familles endeuillées qui pleurent un fils, un frère, un fiancé. Tout ça parce qu'un dictateur a décidé d'étendre la domination sur un pays voisin. Alors que faut-il faire? Bien sûr, il faut condamner. Et tous les chefs d'État, plus ou moins, le disent, la main sur le cœur, en disant « nous allons prendre des mesures de rétorsion ». Mais ne pourrait-on pas faire mieux? Eh bien, je réponds que oui. Et j'imagine ce qu'auraient fait des hommes d'État, dignes de ce nom, de la trempe de ceux que je citais tout à l'heure, ces grands hommes qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, ont redressé les flambeaux et ont dit qu'il n'était pas question de céder à la dictature hitlérienne. Que fallait-il faire? Empêcher la guerre à l'est de l'Europe. Et on le pouvait tout simplement en installant des bases militaires occidentales en Ukraine. Pourquoi? Parce que la Russie n'aurait pas attaqué l'Ukraine si celle-ci avait été défendue par le monde entier. Pas plus que la Russie n'attaquera la Pologne, les Pays-Baltes ou la Roumanie, parce que là, ils savent très bien ce qu'il en résulterait. Donc il ne s'agit pas de faire la guerre à la Russie. J'aime les écolos russes, j'aime les Russes comme tous les peuples de la Terre. Pas question de bombarder Moscou, ni d'envahir ce pays avec des divisions blindées. Ce serait idiot. Mais il faut empêcher la guerre, tout simplement en disant à un dictateur « nous respectons tes frontières, nous respectons ton régime, bien qu'il soit abominable, mais nous t'empêchons de faire la guerre aux autres. Nous défendons la souveraineté des pays voisins, c'est tout. Ce n'est pas une attitude guerrière, c'est une attitude de défense. » Eh bien, ni les chefs d'État des pays occidentaux, aucun, n'a eu le courage de faire le nécessaire pour sauver la vie de 120 000 Russes, et je pense à eux aussi, et de 70 000 Ukrainiens. Nous allons défendre la démocratie jusqu'au dernier Ukrainien. Et puis il y a l'autre conflit, le conflit israélo-arabe, où on ne fait pas mieux, Et j'essaie d'imaginer ce qu'un chef d'État digne de ce nom, un De Gaulle par exemple, aurait pu faire. Ce qu'il eût fait, peut-être c'est ce qu'il a fait en 1964, en reconnaissant la Chine de Mao Tse-tung, qui était tout simplement un fait acquis. Il faut reconnaître unilatéralement l'État palestinien. Les suprémacistes israéliens le refusent. Eh bien, qu'à cela tienne, la communauté internationale doit décréter que les Palestiniens ont un État souverain, le reconnaître en tant que tel au niveau international et imposer cette reconnaissance. On n'a pas à attendre l'autorisation d'un pays occupant. Il faut reconnaître sans tarder 2 États souverains et libres de vivre en paix les uns avec les autres. Et c'est les seules conditions de la paix. Du courage, messieurs les politiques, de la hauteur, regardez vers les sommets, là où il n'y a pas d'encombrement. On a besoin de cette hauteur de vue. Allez, mes amis résistants, encore bien du travail avant d'y arriver. À bientôt peut-être.